À qui tu parles, quelles sont tes ressources clés pour arriver à ta solution, combien tu veux gagner, quelle est ta cible et quelles sont tes ressources dont tu as besoin pour arriver à ça, donc les coûts et tout ça. Comment est-ce que tu comptes gagner de l'argent? Au début, quand on est arrivé, ils nous ont dit votre projet, il y aura un avant et un après Lyon Startup. Quand je suis arrivé, mon projet ne ressemblait pas à ça. Et là, mon projet, il a vraiment pris un vrai boost. Et surtout, même en tant que moi, personne, vision entrepreneuriale, etc. J'ai beaucoup grandi à Lyon Startup en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. J'ai rencontré des personnes incroyables, des personnes avec qui j'ai pu discuter, des personnes avec qui j'ai pu échanger, avec qui j'ai fait du relationnel et qui m'ont permis, en fait, quelque part, d'avoir aussi mes premiers clients, d'avoir mes premiers contacts avec des agences de communication. Est-ce que toi, au début, tu pensais qu'il fallait développer ou est-ce que tu pensais qu'il fallait tout de suite parler au client, savoir déjà la demande, ou tu pensais qu'il fallait recruter un développeur, ou est-ce que tu attendais d'abord de voir est-ce qu'il y a un vrai besoin avant de coder quoi que ce soit? Je fais partie d'un incubateur et en fait, ça a été quelque chose qui nous a été énormément rabâché, si je peux dire ça comme ça. C'est qu'on ne peut pas rester dans sa chambre et créer des solutions qui nous correspondent à nous seuls. Et pourtant, on souhaite entrer dans un marché. Et donc, il fallait forcément aller parler avec des gens, pas forcément des gens qui correspondent toujours à notre cible, à nous parfaitement. En parlant avec certaines personnes, elles peuvent nous rediriger vers des personnes qui ont des contacts dans des agences, par exemple pour moi, qui connaissent des photographes et donc et ça me permet en fait quelque part de les éliminer eux s'ils correspondent pas du tout à ce que je veux proposer. Ok, toi Arthur, tu avais vraiment la vision de ce que tu veux faire ou tu pensais aussi comme nous, il fallait coder directement? Moi, j'avais déjà toute la vision. Avant d'arriver à Lyon Startup, je savais déjà dans 10 ans où est-ce que je voulais aller. J'avais mis 1 an et demi à travailler sur le projet avant Lyon Startup. Donc tous les jours, je travaillais sur le projet. Donc j'avais déjà la vision à très long terme. Mais je n'avais pas du tout la vision à court terme. Mais vraiment pas du tout. J'ai fait une première erreur. C'est-à-dire, dès le début de mon projet, je suis parti aller voir des devs. Quelle erreur. Le projet ne me correspondait pas du tout. Et surtout, c'était beaucoup trop tôt. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, je n'avais pas la vision à court terme. Donc le projet, c'était pas à ce moment-là qu'il fallait aller voir un dev. Je devais travailler ma posture entrepreneuriale, je devais travailler mon business plan, etc. J'avais pas mal de choses à travailler, mais moi j'ai sauté les étapes malheureusement. C'est pour ça qu'on dit que c'est important d'être accompagné. Ensuite, j'ai rencontré Karim et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, on peut coder seul, on a les outils. Il y a 1 an et demi quand j'ai commencé, effectivement, il n'y avait pas énormément d'outils pour pouvoir coder seul. C'est vrai que l'IA avance très très vite. Là, on a commencé à avoir pas mal d'outils, Claude Code, etc. Et j'ai commencé réellement à coder seul avec l'appui de Karim et franchement, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Moi, j'avais vraiment la mentalité qui me dit que dès que j'ai un projet, il faut que j'aille voir un dev. En fait, non, pas du tout. Avec Claude Code, je suis dev junior. Ça m'a vraiment ouvert des perspectives et c'était vraiment incroyable. Tu vois, nous, par exemple, et c'est quelque chose que j'ai compris aussi, c'est que le dev, rapidement, il peut toucher la solution de ce qu'il veut, ce qu'il a dans sa tête. Tu vois. Rapidement, en une journée, il peut avoir déjà le produit, ce qu'il veut. Les autres qui ne sont pas dev, ils ont le temps de penser au projet en intégralité sur toutes les phases. Mais ce qui les manque, c'est la partie technique. Ils ne savent pas comment le matérialiser. Alors que nous, c'est le contraire. Techniquement, on peut rapidement arriver à notre produit, mais derrière, on n'a pas la suite. Du coup, là, moi, ce que j'essaie de l'expliquer, Arthur, Francesca et à d'autres personnes, c'est que eux, ils ont aujourd'hui une chance énorme, quoi. C'est que le produit, l'imaginaire, c'est eux qui l'ont. Ils comprennent le business. Ils savent ce qu'ils veulent mettre en place. Qu'est-ce que nous, on doit beaucoup travailler. Du coup, là, aujourd'hui, je l'explique, c'est que parce que j'ai une personne là-bas, elle voulait embaucher 4 développeurs. Bah, bravo. Je dis, mais non, on est à une ère où tu n'as pas besoin de tout ça. Surtout, on est dans des phases où tu dois juste tester ton marché. Tu es dans une phase d'MVP. On va en parler. Mais il faut juste que tu testes d'abord que ton marché il existe, que ça se trouve, c'est que tu imagines dans ta tête. Les gens n'ont pas besoin. Donc, déjà, cette partie, tu n'as pas besoin d'embaucher des gens. Aujourd'hui, avec les outils qui existent, elle aussi, je l'ai conseillé un outil, elle a implémenté. Aujourd'hui, tu as quelque chose que tu commences à tourner. Et du coup, ça permet déjà d'avoir des insights, des retours d'expérience sur lesquels tu vas pouvoir aller. Quitte à ce que tu as déjà une traction, maintenant, même plus tard, si tu veux bien structurer. Par contre, là, tu auras besoin de dev plus tard pour bien structurer, sécuriser. Mais au début, non. Mais au moins, là, quand tu vas avoir un dev, quand tu vas l'expliquer ton projet, tu ne pars pas juste d'idées d'un cahier de charge. Tu lui dis, voici ce que j'ai fait, voici les données que j'ai récoltées. J'ai envie d'aller là. Je veux que tu m'accompagnes. Et là, quand tu vas lui parler, la personne va directement comprendre de quoi il s'agit. Les exemples que tu lui donnes valent mieux que toutes les théories que tu lui donnais, quoi. J'ai une autre personne aussi, elle avait fait un devis récemment de, je sais pas, de 6 000, 7 000 euros pour une personne en Inde. Pour un dev? Oui, en Inde. Elle m'a montré elle m'a montré le devis et tout ça. Je lui ai dit non. Je l'ai tellement challengé sur son truc, elle a dit non, t'as raison. Parce qu'elle était prête à payer. Vous coûtez cher aussi. Oui, Vous êtes des voleurs. je suis d'accord. Vous êtes des voleurs. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, même nous, en tant que dev, là, aujourd'hui,
pour faire des produits MVP pour tester nos marchés, on n'utilise pas nos compétences dev qu'on utilise. Certes, ça nous aide beaucoup parce qu'on peut arriver à mettre quelque chose de scalable dès le début, mais vous, au début, vous avez juste besoin d'un produit fonctionnel. Donc, mais même nous, là, on utilise des outils qui nous permettent d'aller vite au résultat sans passer par toute cette phase-là. Si je dois le faire avec les trucs d'entreprise, peut-être que j'aurais pris 2-3 mois à sortir un produit, quoi. Quelque chose que je peux faire aujourd'hui en une semaine, 2 semaines, quoi. Donc, quelque chose qui est très important aujourd'hui, que les porteurs de projets enlèvent la barrière technique là au début pour pouvoir se lancer, quoi. Tu vois. Ça, oui, il y a ça, il y a aussi que c'est encore pire pour les devs. Hein. En général, les développeurs comme Karim et moi, comme on a commencé Prestataire Africa, nous on croyait qu'il faut aller coder. Mais en vérité, la plupart des devs, ils se cachent derrière ça. Parce qu'en fait, les développeurs en général, on ne sait pas vendre. Ah bah, Et on a peur de parler et on a peur de parler aux clients en général. Et là, vu qu'on était avec JB à l'époque, qui nous suivait notre projet, nous on parlait de développer directement la plateforme. Il nous a dit quoi? Et là, il nous a dit il faut d'abord faire juste un formulaire. Et dans ce formulaire-là, vos clients remplissent le formulaire. Et là, vous les appelez, non, c'est un cauchemar. Nous, il faut appeler quelqu'un, il faut appeler le professionnel, parler avec lui et discuter avec lui, savoir son vrai besoin. Et à partir du savoir du vrai besoin, discuter avec les demandeurs. Donc, connaître vraiment tout le projet en packaging au niveau du client et pouvoir développer. C'est eux qui nous ont dit on a besoin de telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, telle fonctionnalité. Et là, ça change tout. Aujourd'hui, comme il dit avec de l'IA, tu codes hyper facilement. En tout cas, ton MVP, pouvoir répondre facilement, voir ton besoin. Et après, quand ton besoin est validé, à vouloir t'intéresser à ton projet, tu commences à convertir des clients. Et après qu'ils ont commencé à payer, et là, tu es sûr que le développeur va juste t'aider à upgrader, à scaler ton truc. On va passer à une partie que moi j'aime beaucoup. Donc là, on a parlé beaucoup de vision, de problèmes à gérer, etc. Une partie que j'aime beaucoup, c'est la cible, les early adopters de ton projet. C'est quoi réellement définir la cible d'un projet? En fait, la cible, c'est un segment ou un avatar de particularité qui regroupe un certain nombre de patterns de personnes qui se retrouvent sur une catégorie commune. Donc, qui ont par exemple des émotions ou des motivations ou des problèmes similaires. Donc, que tu vas segmenter par rapport à une catégorie donnée. Par exemple, chez Prestataire Africa, nous, en faisant ces exercices-là, c'est qu'on a segmenté nos prestataires en 3 niveaux. D'abord, on a pu identifier nos early adopters en faisant le calcul de l'intensité du besoin, donc qui va être l'immobilier. Il fallait qu'on segmente pour aussi les autres. Par exemple, ceux qui vont faire allusion à une demande de développeur, d'un freelance, tout ça. Donc ça, ou les gens qui veulent faire de l'agriculture, c'est notre segment. Et ce segment n'a rien à voir avec le segment immobilier. Et donc, nous, avant, on mélangeait tout ça. Ça devient 2 cibles différentes que tu dois parler, communiquer, interagir différemment. Donc tout ce qui est PME, ceux qui veulent investir, donc ça c'est un segment à part. Donc ça te permet vraiment de cibler ton projet, d'identifier les différents socles et ne pas avoir quelque chose de commun pour tout le monde. Ce qui va faire que dans ta communication, dans tes réponses, dans tes arguments, en fonction de la cible, tu vas lui parler différemment, tu vas apporter des instructions et des informations complètement différentes, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui définit exactement la cible pour pouvoir savoir laquelle est la plus pertinente, tu vois. Okay. On a 2 différentes parties la plupart. Nous, par exemple, on a les professionnels et la partie demandeur. Il faut quand même gérer les 2 parties. Comment tu as pu travailler sur ça? Moi, je suis partie sur le principe que aujourd'hui, la priorité, en fait, c'est... Alors, je peux avoir 10 000 prestataires sur ma plateforme. Si j'ai pas de personnes en face qui demandent leur service, en fait, ça ne me servira à rien. J'ai priorisé le fait de discuter d'abord avec des agences, que ce soit de communication événementielle. Et pourquoi ces profils-là? Parce que généralement, c'est des personnes qui ont le plus besoin de photographes et de façon régulière, parce que c'est aussi ça le but de la plateforme, c'est que les personnes reviennent. Une personne en agence d'événementiel va créer des événements plusieurs fois l'année pour ses clients, pour mettre en valeur soi-même des services. Et donc j'ai discuté avec plein de prestataires dans ce secteur-là. Et ensuite, j'ai pris le temps de discuter aussi avec les photographes, parce que le but en fait de ma plateforme, c'est d'avoir des photographes et des VDS qui sont certifiés. C'est pas des personnes qui s'inscrivent de façon automatique. Je prends le temps de discuter avec elles d'abord, de comprendre dans quoi elles travaillent, est-ce que ça correspond à ce que moi je veux offrir aux clients finalement. Et en fait, c'est très enrichissant de discuter. Encore hier, j'ai discuté avec un prestataire. Ok, donc tu as commencé aussi la partie... Ok. Et toi, Arthur, tu as travaillé aussi la partie prestataire d'abord ou la partie demande? Commencé par la partie prestataire, justement. Et je suis parti à la rencontre des prestataires. Donc j'ai visé mon personnel le plus critique surtout, le plus urgent.
c'est-à-dire les étudiants dans le domaine de l'image, la créativité, etc. Je suis allé voir ces étudiants-là. En parlant avec Karim, surtout que j'ai eu cette idée-là, d'aller vraiment à la rencontre de ces étudiants-là pour avoir des réponses surtout. Parce que c'est vrai que moi-même, étant dans ce domaine-là, j'avais des a priori, je pensais tout savoir. Je me disais que tous les problèmes que j'ai rencontrés, c'est forcément ces problèmes-là. Quand je suis allé à la rencontre des étudiants, déjà ils m'ont donné raison. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'avais de la data, j'avais de la donnée, j'avais de quoi montrer à n'importe qui que c'est pas que moi qui ai ces problèmes-là, c'est énormément de personnes. À partir de là, je me suis vraiment concentré sur je vais attaquer ces personnes-là et j'ai visé ces personnes-là en allant voir les écoles. Là, je suis en partenariat avec 4-5 écoles déjà, où les directeurs, je suis allé à la rencontre des directeurs qui ont déjà accepté de, quand le projet sera viable, de travailler avec moi avec leurs étudiants. Une école à peu près 50 étudiants, dans ces domaines-là en tout cas. Donc je suis allé voir 4-5 écoles et pour l'instant j'ai 4-5 partenariats pour l'instant. Et voilà, parce que je suis allé à la rencontre de mes clients, donc les prestataires pour un début. Et Prestige Africa, on a fait pareil aussi, hein, Karim. Oui, on a fait pareil parce que c'est là où il y a la similitude des plateformes de mise en relation parce que tu as la problématique de la double acquisition. Nous, au début, quand on a lancé la plateforme, on a eu des professionnels qui sont venus, mais on a eu une forte demande qui dépassait les professionnels qu'on avait. Donc, on a reçu, avec la première version qu'on avait lancée, plus de 300 demandes en même pas une semaine. Mais derrière, on n'a pas de prestataire. Et du coup, tu dis, ouais, mais comment je suis satisfait alors que j'avais déjà dit que je vais les répondre au bout de 4-5 jours. Et du coup, on a fait une pause sur ça. On est parti d'abord chercher des prestataires, les vérifier, les intégrer sur la plateforme, faire des podcasts avec eux. Donc, vraiment sécuriser cette phase-là. Et ensuite, repartir encore sur les demandeurs. Mais sauf que là, quand tu vas partir sur les demandeurs, ceux qui avaient fait la demande, ils ne sont plus d'actualité, donc il faut encore aller ressourcer. Donc tu as cette problématique de double acquisition, mais au moins avec ces exercices de cible, tu sais comment revenir vers eux de façon beaucoup plus orientée, quoi. Exactement, c'est ça. On a commencé par les pros aussi, hein, on les a validés, etc. Et derrière, les demandes venaient et on met en relation les professionnels demandeurs. Et là d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus avancé côté professionnel. On a à peu près 500 professionnels. Et beaucoup de professionnels qui sont déjà vérifiés et validés sur notre plateforme. Donc, dès qu'on a une demande, on aura la plupart, entre en tout cas Cameroun et Côte d'Ivoire, on aura à peu près un professionnel à lui fournir aujourd'hui, un professionnel vérifié et confirmé sur la plateforme. Donc, mais le problème qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas un problème, mais c'est un bon problème. Si on a des demandes, c'est plus côté demandeur, régler la partie accompagnement des demandeurs, parce qu'au lieu de juste vendre des numéros de téléphone et des adresses email des professionnels aujourd'hui chez Prestige Africa, on veut aller à une autre étape, de pouvoir vraiment les accompagner. Donc ça veut dire de pouvoir discuter sur la plateforme, pouvoir payer sur la plateforme directement et là, permettre de faire un contrat automatiquement et pouvoir assurer la partie gestion, c'est-à-dire on te remboursera si le projet ne se passe pas bien, on est en train de structurer ça. Je dirais Lyon Startup, ça c'était les premières phases de projet, etc. Mais au fur et à mesure, il y a des cours spécifiques aussi, comme quand le prof Stéphane Pacini arrive et parle de marketing digital. Par exemple, là, les secondes parties, il parlait de marketing digital, il arrive... Parce qu'en fait, il y a les parties où on parle de start-up, mais il y a aussi des cours spécifiques où des profs qui ont lancé des startups depuis plusieurs années. En fait, c'est que le cours sur le marketing digital, ce qu'il fallait comprendre, c'est que une fois que tu as fait l'exercice du ciblage, donc tu as pu identifier avec le calcul de l'intensité de besoin sur quel segment tu vas te focaliser en premier. Donc, il va devenir tes early adopters, les premières personnes sur lesquelles tu vas t'attaquer pour ton marché. Je ne savais pas comment arriver à ça, ou c'était quoi les insights qui me permettaient de fournir ces efforts pour me dire que c'est sur celui-ci que je vais. Mais avec ces cours, ça nous a permis vraiment à comprendre cela. Et donc, une fois que tu identifies tes early adopters, donc c'est ceux qui sont dans le dur, DUR, c'est-à-dire ceux qui ont besoin douloureux, urgent et reconnu. Et ensuite, s'il devient ICP, c'est-à-dire Ideal Customer Profile, la personne, elle paye. Donc, c'est l'idéal, quoi. Donc, en fait, c'est qu'une fois que tu as identifié ces personnes, tu sais que maintenant, mes efforts doivent aller sur ceux-là, là, tu dois avoir une communication adaptée et ciblée. C'est-à-dire que les profs là nous ont fait comprendre que une fois que tu as identifié ta cible, il faut aller les chasser. Il faut aller les chasser partout où ils sont. Et il nous a donné des outils, des mécanismes, des structurations, des formats de phrases. Comment est-ce que tu dois aller les rencontrer ? Soit à travers des groupes, soit à travers LinkedIn, soit à travers des réseaux, soit à travers des tunnels, mais avec un discours ciblé. C'est-à-dire que même si nous, là, notre plateforme fait beaucoup de choses, beaucoup de prestataires, on peut garder ça, mais par contre, dans le discours marketing, dans les informations sur ce qu'on met en avant, c'est uniquement ceux qui vont concerner les early adopters. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir de publicité comme on faisait avant,
vague où on dit vous voulez chercher un prestataire en Afrique, tant. Non. Maintenant, c'est qu'il faut que quelqu'un, par exemple, qui est dans ton DUR, là, ton Early Adopters, dès qu'il voit ta pub, il sait que c'est de lui que tu parles. Vous voulez construire un projet immobilier en Afrique et votre chantier n'avance pas, vous cherchez un professionnel dans le bâtiment, tant. Il sait que c'est lui. Il n'est pas en train de parler de quelque chose de vague. Et même quand il vient sur son site, enfin, avec le tunnel que tu lui envoies, il doit directement trouver l'information. Donc, en fait, ça te permet vraiment de cibler ton discours marketing adapté à tout. Il nous a donné des exemples comme Vinted, par exemple. Vinted, leur pub, tu as l'impression qu'ils ne font que de la vente d'habits que tu portes plus. Sauf qu'ils font autre chose. Mais vu que c'est leur early adopters, ils se focalisent sur ça, quoi, tu vois. Donc, ça nous a vraiment permis de comprendre et cibler ça et ensuite pouvoir identifier comment est-ce que tu arrives à ça, quoi, avec ton discours, tu vois. C'est ça. Donc, c'est ça, identifier vraiment la cible de la cible. En gros, si tu cibles, toi, les artisans, dans les artisans, c'est qui tu cibles dans les artisans? D'ailleurs, il parlait aussi de personas. C'est quoi exactement les personas que tu dois cibler? En fait, le persona, c'est qu'une fois que tu as identifié donc, dans ta cible, tu dois identifier un type de profil qui correspond à ton persona. C'est-à-dire que c'est l'avatar de personne exact à qui tu vas parler. Donc là, on en a parlé de l'immobilier. Donc ça veut dire que ça, c'est la cible Early Adopters. Mais dans l'immobilier, c'est qui exactement? Donc ça, tu dois définir une entité, enfin une personne avec un nom, un prénom, une tranche d'âge. Parce que nous, on sait que par exemple, dans l'immobilier, on ne va pas s'adresser à quelqu'un qui a 24-25 ans. Exactement. On va s'adresser à quelqu'un qui a peut-être entre 30 voire plus. Parce qu'on sait que c'est lui qui a déjà commencé peut-être à faire un projet. Parce qu'on cherche quelqu'un qui a déjà fait, qui est dans l'urgence et pour lequel ça n'a pas marché. Donc le DUR. Sinon, si c'est quelqu'un qui veut le faire son projet dans 2-3 ans, il ne va pas te comprendre maintenant. Oui. Donc tu dois aller chercher vraiment le persona qui a déjà fait un projet qui n'a pas marché ou qui est en cours de réalisation où il a des problématiques. Donc il est conscient de l'urgence et de la problématique. Et ensuite, identifier où est-ce qu'il travaille. C'est un cadre d'entreprise qui gagne entre tel et tel. Donc tu vas vraiment dans la fiche détaillée de la personne que tu veux contacter. Comme ça, quand je vais faire mon discours marketing ou quand je vais prospecter, je ne vais pas prospecter tout et n'importe qui. Je vais exactement chercher ce persona qui correspond à mon avatar précis, tu vois. Tu as quelque chose à rajouter? Pour ajouter sur ce que Karim disait, c'est par exemple, je vais prendre l'exemple de ma plateforme. Au départ, j'ai parlé effectivement d'agences de communication et d'événementiel, mais en fait, pour des très grosses agences qui ont déjà tout en interne, en fait, ma solution peut-être viendra dans un deuxième temps, mais aujourd'hui, je cible davantage des agences qui sont soit à taille humaine, soit une seule personne ou une équipe quand même réduite, parce que parfois, c'est celles qui ont le plus du mal à avoir dans leur fichier une quantité non exhaustive, enfin plusieurs prestataires photographes ou vidéastes à la fois, et donc c'est plus facile de les cibler elles et de les accompagner elles dans leur processus de recherche, voilà. Oui. Ok, toi Arthur, tu as pu identifier cela ou pas? Oui, en faisant un peu un effet entonnoir. C'est-à-dire, moi, comme je vise les créatifs professionnels et amateurs. Et donc, en faisant les créatifs, dans le mot créatif, il y a plusieurs corps de métier. Ok. Graphiste, vidéaste, photographe, modèle photo, etc. Oui. Et donc, je vise que ces corps de métier-là d'image, qui concernent l'image créative, mais créatif d'image aussi. Donc, je vise ce qui concerne l'image. Et dans ces corps de métier-là, je vise celui où c'est le plus critique, le plus urgent. Et ensuite, même dans le plus critique, le plus urgent, on va prendre l'exemple par exemple de photographie. C'est le plus critique, le plus urgent et surtout le plus scalable. Oui. En rentrant encore en effet entonnoir, il y a les professionnels, les amateurs et les étudiants. Et donc, quand on a dit le U tout à l'heure urgent, sur ces trois domaines-là, c'est les étudiants qui sont les plus urgents. Donc, en faisant cet effet entonnoir-là, je suis arrivé à cette conclusion que mon premier persona, c'est les étudiants. Parce que les étudiants, ils étaient plus dans le besoin. Parce qu'ils veulent travailler, c'est pour ça? Exactement. Malheureusement, en France, il y a la précarité étudiante. Et il y a beaucoup de... À la sortie des études, on demande toujours de l'expérience, voilà. Sauf que tu peux faire 4 ans de métier, mais tu n'as pas d'expérience en fait parce que tu n'as pas exercé en même temps. Vu que l'école, c'est beaucoup de théorie aussi. Il y a beaucoup de métiers où ce n'est pas forcément aussi de pratique, c'est beaucoup de théorie. Là, comme c'est un métier qu'ils peuvent aussi pratiquer à côté, dans des stages, etc., mais très compliqué de trouver des stages, je me suis dit qu'ils vont exercer la théorie à l'école et avec ma plateforme, ils vont exercer la pratique en même temps. Comme ça, une fois que leurs études sont terminées, ils ont déjà emmagasiné de l'expérience. Et surtout, je pense aussi social, ils peuvent aussi gagner de l'argent, leurs premiers euros en étant étudiants, etc. C'est vraiment sur ça que je me suis basé. Parce que les professionnels,
Même s'il y a des professionnels qui n'ont pas vraiment de clients, les professionnels, certains ont des clients. Les amateurs aussi, avec le bouche à oreille, les réseaux sociaux, ils ont des clients. Donc moi, j'ai vraiment commencé par les étudiants parce que aussi, quand j'ai fait le calcul en question dont on a parlé tout à l'heure, L'intensité du besoin. exactement, l'intensité du besoin des 3 personnes, c'est les étudiants qui passent en premier. Les étudiants ont plus besoin de travail. Tu auras plus de personnes qui vont répondre plus facilement. Voilà l'intérêt de faire cet Faire exercice. ces exercices. Exactement. Et même au-delà de l'exercice, c'est que ce qu'on en faisait par exemple avant, on avait un persona prestataire. Tu vois. C'est-à-dire, on parle de prestataire, ok, il a un persona, c'est quelqu'un. Sauf que dès que 2 personnes, s'ils ont la même problématique, mais ils ont des besoins exprimés différemment, ça fait déjà deux personas différents. Et tu dois avoir un persona par cible. C'est-à-dire que, donc, une fois que tu identifies tes cibles, chaque cible doit avoir son persona. C'est pas dire que, ok, je relie tel et tel, chacun a un persona. Donc, ça veut dire que j'ai juste 2 personas, client, prestataire. Non, dans tes prestataires, tu as plusieurs types. Et chacun doit avoir son persona spécifique. Quoi. Donc ça nous a vraiment aussi aidé parce que même le business model, on en parlera, Canva, nous on avait un business model Canva qui regroupait tout. Oui. Sauf que là, tu fais un pour chaque cible. Oui. Parce que c'est une proposition de valeur différente, c'est des partenaires différents, c'est des clés différentes, c'est des structurations différentes. Quoi, tu vois. Et même des recherches que tu fais qui sont différentes. Exactement. L'acquisition aussi. Ouais. La façon d'acquérir est différente. Voilà. C'est exactement ça, parce que par exemple, tout à l'heure, quand je parlais de que les grandes agences, par exemple, viendraient dans ce deuxième temps, j'ai déjà préparé quand même comment je les approcherais, parce que aujourd'hui, comme la création de contenu et de photos et de vidéos est devenue très diversifiée et mainstream, en fait, il y a énormément de ces agences-là qui délèguent, sous-traitent cette partie-là, et donc, j'approcherais plus des structures qui délèguent cette partie-là parce qu'en interne, soit elles ne veulent pas forcément s'en occuper, soit elles ne veulent pas forcément embaucher des personnes spécifiques à cette prestation-là. Donc, pareil, c'est un autre persona, c'est une autre façon de leur parler, de les approcher. Et voilà un peu. Comment tu cibles tes clients, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'intimité client. L'intimité client, c'est la proximité que tu as entre toi et tes clients. C'est-à-dire que c'est facile d'avoir des statistiques avec ChatGPT, avec Claude et tout ça, mais tes statistiques ne valent rien comparé à l'intimité que tu as avec ton client. C'est-à-dire que tu dois tellement parler, interviewer tes clients, voir leur parcours utilisateur, faire même une immersion dans leur parcours, dans tout ce qu'ils font dans leur process, pour comprendre leurs vraies douleurs, leurs vraies problématiques, leurs vrais pain points, de telle sorte que dans ton discours marketing que tu dois faire, tu ne dois reformuler et reproduire que uniquement les choses qu'ils t'ont dites. C'est-à-dire que tu n'imagines pas, toi, leur douleur à eux. C'est ce qu'ils t'ont dit que tu reformules différemment et que tu racontes. Et ça, c'est l'intimité client. C'est pas imaginer, c'est factuel, tu vois. Et que c'est qualifié, quantifié, tu vois. Donc, c'est ça un peu la notion d'intimité client. Ok. Et pour les personnes, les early adopters, aujourd'hui, vous les trouvez où concrètement aujourd'hui? Sur quelle plateforme, sur quels réseaux sociaux? Vous faites des publicités, vous faites des ads? Le trouver comment et où aujourd'hui? Je sais que durant ce cours-là, on nous avait parlé des groupes sur les réseaux sociaux, mais j'étais pas forcément d'accord. Par exemple, le groupe Facebook. C'est un exemple qu'il a donné parmi tant d'autres. Voilà, oui. Plein de réseaux sociaux et aller les acquérir sur les groupes. C'est vrai que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que si on envoie quelque chose dans un groupe où il y a des milliers de personnes, on peut acquérir de la clientèle à moindre coût. Même 0 € même, finalement. Mais il y a des projets qui ne sont pas forcément adaptés. Et surtout, moi, quand je l'ai testé, je pense que j'étais pas encore assez j'avais pas encore de maturité dans mon projet pour tester ce genre de choses. Donc, je suis allé dans les groupes en question et effectivement, je suis jeune quand même. Mon projet touche beaucoup la génération Z également. Oui. Et dans les groupes, la génération Z n'y figure pas. Dans ces groupes-là, effectivement, ils n'y figurent pas. Sauf Reddit, etc. Mais sur ces applications-là, c'est très, très restreint. On ne peut pas tout communiquer sans l'aval de celui qui dirige le groupe, etc. Donc c'est compliqué. Les applications un peu plus ouvertes, comme Facebook par exemple, ou LinkedIn, sur Facebook, il n'y a pas de génération Z vraiment qui sont ancrées dans cette application-là. C'est beaucoup la génération d'avant, la vôtre, votre génération à vous. Ouais, vous êtes un peu avant. Les bébés des années 2000. Et donc j'ai quand même testé et j'ai su énormément de refus et beaucoup de méchanceté quand même parce que c'est un peu vu comme de la publicité, etc. Donc il faut vraiment faire très attention. Et je me dis, une fois que j'aurai ma plateforme, je pourrai refaire ça, mais dans une meilleure façon.
parce que je n'avais pas la plateforme. Donc c'était un peu compliqué d'aller les aborder sans la plateforme. Et voilà. Donc c'était un peu compliqué quand même. Et toi? Et ça fait puis, quoi? je pense effectivement, pour revenir aussi à la façon dont on discute avec les clients et aussi aborder le fait de l'intimité client. Aujourd'hui, je pense que moi, ma façon de communiquer avec ces agences-là, ça va être beaucoup plus sur LinkedIn parce Ok. qu'on parle un peu d'un profil aussi qui est pro. Donc, on sait tous ici que la plateforme, en France du moins, où on trouve davantage de pros, ça va être sur LinkedIn. Je les contacte aussi directement via leur site web, je leur envoie des messages et j'ai souvent eu beaucoup de réponses aussi. Alors, pour les photographes et les vidéastes, c'est un peu plus différent parce que même s'il y en a sur LinkedIn, la façon aujourd'hui dont j'arrive à les capter, c'est plus sur Instagram. C'est aussi, comme il disait, c'est une génération qui va beaucoup sur les réseaux sociaux. On scrolle énormément sur Instagram et très souvent, l'une des alternatives qui est mise en avant par rapport aux plateformes de mise en relation pour les photographes, bah, ça va être Instagram. Ok. Quand vous cherchez un prestataire photographe, bah, vous allez sur Instagram, vous scrollez sur son feed pour voir si ça correspond. Si ça ne correspond pas, vous allez sur un autre feed. Enfin, c'est un peu ça que j'essaye aussi de traiter avec ma plateforme. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur l'intimité avec le client, en fait, ce qui est important, c'est de savoir que votre projet, c'est votre projet à vous. Et même si il y a un projet qui peut ressembler à ça, c'est jamais la même chose. Ouais. Dans le sens où aujourd'hui, on a tous des téléphones, même ici dans cette salle-là, mais en fait, on n'est pas chez le même fournisseur. On attend des choses différentes des outils qu'on a. Et donc, ce qui va vous différencier d'une autre plateforme ou d'un autre service ou produit même carrément, c'est la façon dont vous parlez avec votre client, c'est le fait de le relancer, de parler avec lui quotidiennement. Ça va aussi passer par les publications qu'on fait sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que j'en fais beaucoup sur LinkedIn aussi parce que ça me permet d'éduquer déjà un peu ce public-là, même si je sais qu'elle est consciente de son problème, mais aussi de lui proposer certaines solutions. Je mets en avant, par exemple, comment on peut construire concrètement un briefing ou même ou un dossier, enfin bref, comment on parle à son photographe pour avoir le meilleur rendu, en fait, paradoxalement. Et ce qui va être aussi bien avec le fait de discuter, d'avoir cette intimité et ce rapprochement avec ses prestataires, que ce soit ses prestataires que ses clients, ça va être le fait que ça sera beaucoup plus crédible d'aller vers un investisseur, d'aller vers une banque, d'aller vers un incubateur ou tout autre public qu'on veut attirer. Parce qu'on pourra leur dire, j'ai fait des entretiens, j'ai parlé à telle personne, j'ai un nombre calculable de personnes à qui j'ai parlé, et donc j'ai eu des retours que de tout simplement leur dire, je pense que ma solution elle est parfaite, je suis restée dans ma chambre, j'ai fait telle chose, comme on disait tout à l'heure, j'ai créé la solution parfaite, mais en fait que il n'y a pas eu de retour en fait concret et personne ne t'a donné son avis sur la solution que tu proposais. Ok, Voilà. donc sur LinkedIn, tu fais de l'ads ou tu fais de publication tous les jours? Je me suis fait un calendrier de publication Ok. et en fait j'essaie de le suivre au maximum. Je prépare des posts à l'avance, une semaine à l'avance. Je prépare le nombre de posts que j'ai à faire pour la semaine suivante et comme ça me permet d'avoir régulièrement des choses quand même qui arrivent sur mes réseaux sociaux. Ok. Et je pense que bientôt je me mettrai à l'ADS aussi. Ok, ok. Ah, c'est une très bonne chose, hein, parce que beaucoup de personnes veulent faire de l'ADS ou faire de publications normales, mais ce qui est plus compliqué, c'est ce que tu dis, c'est publier tous les jours. La majorité des gens, ils lancent une semaine de publicité, ils font une semaine de pub. La deuxième semaine, ça ne suit plus. Et la plupart, c'est la régularité qui fait toute la différence. Soit tu es régulier, tu fais toutes tes publications tous les jours, tu acquiers des clients avec un besoin bien défini, soit tu fais de l'ADS, quoi. Ok. Et le prof aussi, Alexander Bell, en jour 3 aussi, il parlait d'un atelier où il parlait de la proposition de valeur et qui est très important aussi. Il y avait une règle sur la concurrence que je trouve très très forte. Ouais, je me rappelle, Alexander Bell disait que ne jamais dire qu'il n'y a pas de concurrence. Ouais. Parce que le plus souvent, tu entends des gens dans leur discours dire il n'y a pas de concurrent, nous sommes les seuls dans ce marché, nous sommes les leaders, nous sommes les seuls qui faisons ça. Il a fait comprendre, en fait, c'est que il y a toujours de la concurrence. Même s'il n'y a pas de concurrents, les non-concurrents, c'est tes concurrents. Tu vois. Il dit que pour savoir qui sont tes concurrents directs, va sur Google, tu écris seulement le nom de ta plateforme ou décris ton truc, quoi. Les personnes qui vont apparaître ou les sites qui vont apparaître, ce sont tes concurrents directs. Ouais. Parce que quand on tape ce que tu fais, on voit exactement ça, tu vois.
Et ensuite, pour savoir qui sont tes concurrents directs, décris ce que fait ton projet. Décris-le en détail. Tous ceux qui vont apparaître, c'est des concurrents directs. Donc, tu ne peux pas dire qu'il n'y a personne qui apparaît. Il y a forcément une partie de ce que tu fais qui existe déjà. Donc, il faut que tu enlèves ça de ta tête qu'il n'y a pas de concurrents. Il y a toujours des concurrents, mais maintenant, tu dois pouvoir les identifier pour savoir qui sont ceux qui sont directs, ceux qui sont indirects, quoi. Et pour pouvoir savoir étudier même chacun d'entre eux, quoi. Leurs forces, leurs faiblesses, et ensuite faire, toi, derrière, une technique de différenciation qui va te différencier des autres, quoi, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est très, très pertinent dont il a fait allusion et qu'il fallait prendre en compte, tu vois. Semaine 2, vous êtes maintenant chez Bayer et Caisse d'épargne avec Marie Ikem. Il vous donne un cours entier sur la modélisation économique. En fait, ce cours-là, moi, m'a vraiment taclé, hein, parce que, en fait, c'est que elle nous a fait comprendre toutes les problématiques, toutes les lacunes qu'on avait, par exemple, dans notre projet, tu vois. C'est-à-dire qu'elle a mis en avant le fait qu'un projet, c'est d'abord un business model. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de faire une association, tu n'es pas en train de faire quelque chose de bénévolat. Oui. Donc, l'argent doit être au centre de tout ce que tu fais. Et du coup, quelque chose que nous, on n'avait pas forcément pris en compte parce que nous, on mettait en avant beaucoup plus le fait qu'on résolvait un problème, on a des utilisateurs, on a des prestataires, tout ça. Mais il m'a dit que, en fait, c'est bien que tu donnes de la valeur à tes utilisateurs. Mais si ils ne payent pas, si tu n'as pas d'argent à travers cette plus-value que tu donnes, tu vas mourir très vite. Et du coup, ça te permet de mettre le client au centre. Et le client, c'est celui qui paye. Donc, c'est que tu dois créer de la valeur au maximum possible à tes utilisateurs, de telle sorte que toi, tu arrives à capter une partie de cet argent pour survivre, subvenir aux besoins donc, de ta structure, les charges directes, indirectes, et également pouvoir faire de la plus-value pour pouvoir évoluer, quoi. Et sans ça, donc, tu n'iras nulle part. Donc vraiment, elle nous a fait un cours sur plein de notions mathématiques, financières aussi, pour savoir en fait c'est que comment est-ce que tu dois calculer ou tu dois même mettre en place une offre de business, sur quel facteur tu dois te baser pour dire que ok, je facture tel ou je facture pas tel. Donc en mettant en évidence ce qu'on va appeler donc ton coût d'acquisition, donc c'est que tu dépenses pour avoir un client, et si tu as un client, combien il te rapporte, et s'il te rapporte ça, c'est au bout de combien de temps, et s'il te rapporte ça au bout de combien de temps, s'ils partent, tu dois pouvoir calculer ce qu'on appelle le taux de churn, donc le taux de désistement, et comment tu dois le remplacer par d'autres facteurs. Donc tu mets en évidence tout ça, et ça te permet d'avoir une modélisation avec un Excel qu'on nous a donné, qui te permet vraiment de faire des hypothèses, pour voir en fait par rapport à toutes les charges que tu as envie de mettre en place, l'argent que tu veux gagner, comment tu veux le gagner, si c'est à travers ça, c'est à travers une commission. Comment est-ce que ça doit se jouer, se jongler en fonction du nombre de clients que tu dois chercher, atteindre et convertir. Donc, c'était un cours vraiment très, très, très important qui met en évidence vraiment comment capter la valeur, quoi, la valeur monétaire surtout, tu vois. C'est ça, parce qu'en général, les gens, en général, c'est 2-3% de conversion que tu peux avoir dans tes... Si tu as 100 personnes à peu près, tu as à peu près 5 personnes à peu près que tu peux avoir qui peuvent payer vraiment, quoi. Parce qu'un client qui ne paye pas, c'est pas un client, quoi. C'est ça. Et puis, je suis d'accord avec cette phrase, et on dit très souvent que, comment dire, les gens ne voient pas la valeur de ce qui est gratuit. On propose juste un service qui est gratuit. En fait, pour eux, c'est comme dans la norme. En fait, dès qu'on leur fait payer, ils comprennent en fait que c'est important, c'est quelque chose qui peut leur servir. Et sur la landing page actuellement que j'ai créée, j'essaye d'implémenter la partie facturation, parce que je peux déjà j'ai déjà quelques prestataires, j'en ai 7 à mon actif, et donc les agences que je contacte, je peux déjà les faire facturer directement, que ce soit via la plateforme ou en double facturation. Enfin voilà, c'est un truc un peu plus spécifique à mon projet, mais en fait oui, l'important en fait c'est de, même pour prouver sa valeur à soi-même et valider son projet, il y a cette notion là où si on fait déjà payer un client, même si c'est un seul ou deux, bah on sait que d'autres personnes, ça peut valider l'envie de d'autres personnes d'utiliser notre solution. Exactement. Ouais. Sur Lyon Startup, il y a plusieurs choses que j'apprécie, mais il y a vraiment une partie très importante qui est le business model Canva, qui est très important pour un projet et pour une startup aussi. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le business model Canva? C'est une structuration que tu mets avec plusieurs catégories qui te permettent d'avoir une vision
globale de ton projet. C'est-à-dire à qui tu parles, quelles sont tes ressources clés pour arriver à ta solution, combien tu veux gagner, quelle est ta cible, et quelles sont tes ressources dont tu as besoin pour arriver à ça, donc les coûts et tout ça, comment est-ce que tu comptes gagner de l'argent et les différentes sources de revenus que tu dois mettre en place. Et aussi mettre en évidence les partenaires. Peut-être pour arriver à ça, tu as besoin de partenaires clés, donc tu dois les identifier pour pouvoir aller les chercher. Et du coup, c'est un exercice qui te permet vraiment de plonger sur chaque persona, comme on a dit, comme nous on le faisait avant. Donc on avait un business model Canva pour tous nos prestataires, sauf que là, maintenant, on a 3 à 4 business model Canva différents, quoi. Chacun avec sa cible, avec sa proposition de valeur qui nous permet d'identifier quels sont les partenaires clés pour ce secteur, comment on va gagner de l'argent par rapport à eux, où est-ce qu'on va voir le pain point et la proposition de valeur qu'on doit les adresser, les coûts que ça va nous demander pour eux répondre à les problématiques. Donc ça va permettre d'avoir une vision plus poussée et globale de comment est-ce que tu as envie de structurer ton entreprise et comment tu veux gagner de l'argent, quoi. Et puis même tout simplement dans le premier round de Lyon Startup, il nous avait dit que les dossiers qu'on devait rendre, en fait, on devait spécifier pour chacun, en fait, chacun devait avoir soit 3 business models, soit des couleurs différentes. C'est pour montrer l'importance du fait que un persona et les personnes, la façon dont on les approche, c'est jamais de la même façon, en fait. Il faut qu'on leur propose... on va leur proposer des choses différentes qui leur correspondent, en fait, même si dans la globalité, on a un certain langage, on utilise certains termes pour les approcher, mais parce que peut-être c'est le même secteur et ils ont un peu la même fonction, mais il y a cette notion-là aussi de différencier ce qu'on peut leur apporter à chacun. Parce que les clients, ils sont fainéants. Ils veulent que dès le début, qu'ils sachent que c'est à eux que tu parles et que c'est la proposition de valeur, c'est pour lui. Donc dès que c'est un peu vague, ils te suivent plus, quoi. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très important, quoi, qu'il a mis en avant, tu vois. Francesca expliquait qu'elle fait des publications LinkedIn tous les jours. D'autres personnes font de l'ADS, donc d'autres personnes vont payer soit du Facebook, soit du Google, ou du TikTok aujourd'hui. Il faut calculer tes coûts d'acquisition client. En fait, le coût d'acquisition client, ça te permet de réfléchir en fonction de l'argent que tu as envie de faire, combien tu dois te permettre de dépenser pour aller chercher des clients. Pour aller chercher des clients, tu as 2 manières de le faire. Soit à travers des ads, comme tu le disais. Donc, tu dois savoir, en fonction des ads que je fais là, dans mon tunnel, combien je dois ramener, donc en global, de telle sorte que si j'arrive à convertir ces visiteurs-là en prospects, parce que des clients qui viennent, qui partent, qui ne laissent pas leur numéro, qui ne payent pas, c'est du perdu, quoi. Donc tu dois trouver un tunnel de telle sorte que quand ils viennent, ils doivent trouver un moyen de rester, soit à travers des guides, à travers un formulaire, qui les permet de les convertir donc, en prospects par la suite, et ensuite peut-être par la suite en utilisateurs, et après en clients, donc des personnes qui payent. Et même s'ils payent, ils sont sur ta plateforme, il faut pouvoir les fidéliser. Parce que si ça ne sert à rien que la personne, tu fasses tous ces efforts-là, qu'elle vienne sur ta plateforme et paye une fois, au bout de 4-5 mois, elle quitte. Donc ton taux de churn n'est pas bon. Donc il y a ce qu'on va appeler le coût d'acquisition. Et ensuite que tu vas calculer, c'est qu'on appelle le LTV, donc le lifetime value. Donc quand un client vient, combien il te rapporte durant tout son séjour. Qui va te permettre d'avoir ton RPU. Donc en gros, c'est qu'un client te rapporte en moyenne, tu vois, pour savoir aujourd'hui, est-ce que j'ai assez d'argent pour mon burn. Burn, c'est-à-dire c'est que tu brûles tous les mois. Parce que si ce tunnel n'est pas respecté et que tu brûles plus d'argent que ce que tu acquiers, c'est pas bon. Donc, tu auras un runway qu'on appelle genre le nombre l'argent qui te reste en cash dans ton compte avant que tu sois blackout. Et du coup, si ton runway il est de 6 mois et que derrière, tu n'as pas un tunnel adéquat qui te permet de convertir tout ça, mais chute libre aussi, quoi. Donc beaucoup de startups vraiment échouent, pas forcément en fonction de leur business model, mais parce qu'en fait ils n'ont pas pu bien gérer leur runway. C'est-à-dire que certains par exemple ils facturent, mais le client les paye peut-être dans 2-3 mois. Sauf que dans 2-3 mois, ils n'ont pas calculé cette latence-là qu'ils doivent avoir de l'argent. Donc avant que le client arrive, si les charges dépassent justement ce que tu as, tu mets les clés sous la porte aussi, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de notions comme ça qu'elle nous a fait savoir, et des KPI par exemple très importants que toi tu dois regarder dans ton projet et que les investisseurs vont te poser comme question. Donc chiffre d'affaires, LTV, donc lifetime value, coût d'acquisition, le MRR, tout ce qu'on va appeler ta marge brute, ta marge nette. Il va diviser ton lifetime value avec ton coût d'acquisition. Ça permet d'avoir une visibilité sur comment est-ce que ta boîte elle évolue, elle croît, quoi. Donc vraiment c'est des hypothèses que quand tu fais les exercices tu dis ah ouais ok. Donc maintenant si
je vois qu'en fait, je dépense beaucoup d'argent pour acquérir un client et il ne me rapporte pas assez. Mais peut-être que ce n'est pas là où le vrai problème, peut-être que c'est mon pricing. Si je passe de 5% à 10% de commission, ça me permet d'équilibrer ça. Ou bien si mon SaaS, l'abonnement des pros que je fais, il était à 10 €, si je passe à 12 €, ça permet de faire des hypothèses pour voir vraiment où est-ce que tu dois toucher pour résoudre vraiment la problématique que tu as, quoi. C'est plus en fait voir, tu rentres combien dans la machine et qu'est-ce qui sort derrière. Est-ce que ce qui sort, des clients qui vont partir, ce qu'on appelle le churn, des clients qui vont partir, est-ce que tu es rentable ou pas? Et est-ce que ceux qui rentrent aussi, ceux que tu arrives à convertir, est-ce qu'il reste assez pour être rentable pour toi? Je pense que c'est pour ça que c'est aussi important, comme on disait tout au début, de pas forcément commencer à mettre des sommes faramineuses dès le départ. Parce que comme tu disais, la personne qui veut prendre 4 devs à la fois, ok, elle va dépenser 7, 8 000, 10 000 €. Mais en fait, au départ, elle n'a pas encore de clients. En fait, elle n'a pas de personnes qui vont pouvoir compenser cet argent qu'elle a fait sortir. Et donc, elle va se retrouver déjà en négatif dès le départ. Et pourtant, si elle commence avec un outil qui est pas forcément totalement opérationnel, où il y a quelques manquements, mais qui fonctionnent déjà quand même assez bien, ça lui permettra d'avoir moins de coûts au départ et avec ses premiers clients de pouvoir mettre de côté pour pouvoir à la fin, prendre des devs qui arriveront à la solution finale, quoi. Donc, dès le départ, il faut quand même avoir le moins possible de coûts, mais utiliser une solution qui fonctionne quand même. C'est ça. Donc, Lyon Startup accompagne beaucoup les jeunes startupeurs au niveau de leurs projets, etc., les aider au niveau des problématiques, les aider à créer leur entreprise. Mais pour moi, la partie la plus importante de Lyon Startup aussi, l'une des parties les plus importantes, c'est le pitch. Et Lyon Startup accompagne les entrepreneurs à pouvoir pitcher leur projet, c'est-à-dire expliquer de manière très courte, faire comprendre aux investisseurs leur projet assez rapidement, pour qu'ils puissent potentiellement lever des fonds. Vous pouvez m'expliquer à peu près comment vous avez pris ça? Est-ce que c'était plus facile? Est-ce que c'était compliqué ou pas? Pour concrétiser même carrément ce que tu disais, Tierno, le pitch, c'est quelque chose qui est assez difficile de base, parce que même si on est habitué à parler dans la vie de tous les jours, on n'a pas cette notion-là de vendre quelque chose. Les sessions qu'on a eues à Lyon Startup sur le pitch, en fait, ça a été très utile, parce que savoir parler aux gens, mais savoir parler en 30 secondes ou 1 minute pour leur faire comprendre en fait ce qu'on a envie de transmettre, en fait c'est assez difficile. Et donc ils nous ont donné plein de petits outils qu'on a pu mettre en place durant les différentes sessions qu'on a fait et même durant le crash test. Et avoir les retours par exemple de la posture aussi à avoir, parce que quand on parle en fait, il y a le verbal, mais aussi le non-verbal. Et même le paraverbal. Et même le paraverbal, il y a la façon dont on va se positionner, il y a le ton de la voix et autres qu'on va utiliser. On peut dire quelque chose, mais si on le dit comme ça, tout bas et tout ça, en fait, personne ne nous comprend. Donc, c'est des trucs qu'on a dû mettre en place, en fait, pour pouvoir passer aussi notre premier round de pitch. Et voilà, ça s'est bien passé plutôt. Donc, en résumé, les 3 cours qu'on a eu sur le pitch, le premier, c'était sur la structuration d'un pitch, parce qu'en général, quand il y a quelqu'un de parler de son projet, il va dans tous les sens. Alors que là, on nous a fait comprendre qu'un pitch a des étapes et des phases qu'il faut respecter. Donc, il y a 6 structures, quoi, tu vois. L'accroche, la proposition de valeur, le comment, le marché, tes jalons, tes étapes, ton équipe, le call to action. Donc, c'est des choses qu'on doit faire dans une hiérarchie, en fait, tu vois. Et le troisième cours, c'était plutôt le deuxième cours, c'était plutôt dans comment est-ce que tu veux amener cette proposition, comment est-ce que tu te prépares pour ça. Le troisième, c'est sur le comportement et ton aura. C'était même un coach de voix orale qui est venu. Comment est-ce que tu dois augmenter, à quel moment tu dois faire des pauses, à quel moment tu dois accentuer, à quel moment tu dois mettre en avant les chiffres, comment tu dois le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très pertinent, que tu comprends que c'est pas au hasard, quoi, et que ça s'apprend et que tu dois beaucoup répéter pour maîtriser, quoi, tu vois. Sur la partie pitch, effectivement, en tant qu'entrepreneur, on est amené à pitcher tout le temps. Tout le temps. Et tous ces cours de pitch, c'était vraiment bien parce que, en fait, on va l'utiliser. Je pense que c'est même la chose qu'on va le plus utiliser dans l'apprentissage à Lyon Startup. Même en parlant de mon projet, là, c'est un pitch. Je sors dehors, je parle à un investisseur, c'est un pitch. Exactement. Partout où je serai, je vais pitcher. Et donc, c'est des choses à vraiment avoir en tête. Et moi, j'ai une dernière question pour vous. Tous les 3, ça fait quand même 3 mois qu'on fait Lyon Startup. Est-ce que pour vous, Lyon Startup vous a apporté quelque chose? Est-ce que ça a changé quelque chose sur votre projet? Est-ce que ça vous a permis d'avoir une autre vision de votre projet? En globalité, est-ce que ça valait vraiment le coup? Au début, quand on est arrivé, ils nous ont dit
votre projet, il y aura un avant et un après Lyon Startup. Quand je suis arrivé, mon projet ne ressemblait pas à ça. Et là, mon projet, il a vraiment pris un vrai boost. Et surtout, même en tant que moi, personne, vision entrepreneuriale, etc. J'ai beaucoup grandi à Lyon Startup en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Moi, j'ai hâte que ça termine. Pourquoi ? Parce que j'ai hâte de m'attaquer au marché. J'ai vraiment hâte de lancer le projet, de m'attaquer au marché. Et là, on est sur la fin. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'était vraiment cool, l'apprentissage. Parce que moi, je suis un fou d'apprentissage. J'aime trop apprendre. Et franchement, Lyon Startup, c'était 10 sur 10. Ok. Je dirais que Lyon Startup, ça a été une très belle expérience parce que, en fait, j'ai rencontré des personnes incroyables, des personnes avec qui j'ai pu discuter, des personnes avec qui j'ai pu échanger, avec qui j'ai fait du relationnel et qui m'ont permis, en fait, quelque part, d'avoir aussi mes premiers clients, d'avoir mes premiers contacts avec des agences de communication parce que, en fait, c'est des personnes qui ont hâte d'apprendre, qui ont hâte d'échanger avec les autres parce que si on est tous à Lyon Startup, c'est parce qu'on a des choses à apprendre sur notre projet. Si on avait déjà le truc parfait qui fonctionne à merveille, en fait, aucun de nous ne serait à Lyon Startup. Mais ces quelques mois, en fait, ça a été très enrichissant. Et c'est vrai qu'en parallèle avec mon incubateur, avec les deux notions que j'ai grâce à ces deux structures-là, en fait, bah, c'est une plus-value, c'est un plus, c'est des échanges qui sont enrichissants, c'est des apprentissages. Très souvent, enfin moi je savais pas c'était quoi la princesse ou la princesse ou le dragon, ni le product market fit, etc. Mais c'est des notions que on est obligé d'apprendre en fait, comme disait quelque part Arthur, on est obligé d'être tout pour l'entreprise en fait au début, d'être le comptable, d'être la personne qui met en relation, d'être derrière, de faire des petites fiches en fait que personne ne va voir. Et en fait c'est ça qui permet de mettre en relation au tout début. Et en fait d'avancer et d'avoir un truc beaucoup plus structuré à la fin. Et à chaque fois qu'on finissait un cours, on se regarde, on dit waouh, la claque. Tu comprends qu'il y a beaucoup de choses aussi, c'est pas du hasard. Et ce qui va différencier une personne à une autre dans l'entrepreneuriat, ce sont les connaissances. Ouais. Et là, c'est 3 mois de connaissances et d'immersion. Parce que là, en fait, tu fais une immersion dans des grandes structures. Donc, tu vas dans des banques, tu vas voir des avocats, tu as des fiscalistes, tu vas dans des entreprises qui font des centaines de millions de chiffres d'affaires. Tu vois tout l'écosystème entrepreneuriat, tu vas dans des incubateurs, tu vois tout l'écosystème entrepreneurial que toi, tu ne voyais pas, en fait, tu vois. Et qu'on fait comprendre chacun en quoi tu en as besoin pour ton projet en tant qu'entrepreneur. Et sans compter toutes les connaissances que tu apprends pour ton projet et que tu vas mettre en place, comme tout ce dont on a parlé ici. Le besoin, le early adopters. Là, il y a des choses dont on n'a pas parlé. Tout ce qui est prospection commerciale, comment est-ce que tu l'as défini? La roadmap, la stratégie que tu mets en place. Comment tu dois y arriver avec des KPI. C'est-à-dire qu'il y a tellement de notions que tu apprends, que tu comprends et que tu les appliques, tu dis mais en fait c'est qui différencie une personne à une autre quoi. C'est peut-être l'un des meilleurs programmes, voire le meilleur programme d'accompagnement de start-up au début en France quoi, tu vois. Oui. Et on a la chance que ça soit à Lyon. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de faire le podcast avec nous, d'avoir le retour d'expérience. Ça permettra aux auditeurs de Prestataire Africa de savoir déjà ce que fait Prestataire Africa aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire pour avancer notre projet. Ce qu'on va faire plus tard là. Ouais. Ce qu'on va faire plus tard. Beaucoup de choses vont arriver après Lyon Startup, qu'on a appris plusieurs choses. Et aussi ce retour d'expérience permettra aussi aux jeunes qui ont envie de se lancer, d'avoir un retour. Est-ce que ça vaut le coup, Lyon Startup? Qu'est-ce qui a appris là-bas? Prestataire Africa aujourd'hui permet, avec vous, permet aux gens d'apprendre ce qui se passe à Lyon Startup. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a à Lyon si tu veux lancer un projet? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais vraiment, merci beaucoup. Non, juste merci de nous avoir invités. C'était super chouette de discuter.